Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est samedi 20 juin 2026 et notre cher ami David Pine est avec nous. Bienvenue à nouveau, David. Salut Nima, ravi d'être de retour avec toi aujourd'hui. Je vais commencer par les dernières nouvelles de ces 12 ou 24 dernières heures. Il y a un énorme conflit dans le sud du Liban. La guerre continue entre Israël et le Liban. Et la nuit dernière, ils ont essayé de prendre l'un de ces châteaux si importants pour le Hezbollah. Mais ils ont échoué. C'est la 6e tentative. Ils avaient déjà essayé 5 fois auparavant. Et cette fois encore, ils n'ont pas réussi à capturer ce château. Il est pourtant crucial pour la région, pour Nabatia et tout le sud du Liban. Et puis, il y a les attaques. L'Iran met la pression sur les États-Unis. Et il y a quelques instants, juste avant ce direct, on a appris que les gardiens de la révolution en Iran ont annoncé avoir officiellement fermé le détroit d'Ormuz. Oui, ils l'ont fermé. Les deux délégations, celle des États-Unis et celle de l'Iran, vont se rendre en Suisse pour discuter. D'après les informations qu'on a pour l'instant, J.D. Vance devrait diriger la délégation américaine en Suisse. Du côté iranien, ce sera le président du Parlement, Kalibaf. En gros, quand on regarde la composition des deux délégations, c'est la même qu'à l'époque des discussions d'Islamabad. C'est pour parler direct entre les États-Unis et l'Iran. Les deux camps sont très bien préparés. Côté iranien, on retrouve le gouverneur de la Banque centrale, le ministre des Affaires étrangères, le président du Parlement et un représentant du Conseil national de sécurité. Côté américain, J.D. Vance, Jared Kushner et Steve Witkoff. Nous avons les deux médiateurs, le Qatari et le Pakistanais, présents à cette réunion. Pour l'AIEA, on a appris que ce sera Grossi, ou en tout cas le représentant de l'agence qui participera aux négociations. Voilà ce qui est prévu pour demain. Ils vont se retrouver en Suisse. Et au fil du conflit, comme je l'ai déjà mentionné, au Liban, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, parce que le premier point du protocole d'accord n'est pas respecté par les Israéliens. Voilà la situation actuelle. Et concernant la rencontre entre les deux parties au sein de l'Union européenne, qu'est-ce qui est vraiment important? Quel serait selon vous l'objectif principal du côté iranien? En gros, ils veulent parler de la situation au Liban, comme on l'a vu avec la question du détroit d'Ormuz. Mais selon vous, quelle est la perspective? Comment voyez-vous la position de J.D. Vance et de sa délégation? Eh bien, tout d'abord, merci encore de m'avoir invité dans l'émission. C'est une semaine vraiment marquante pour la politique étrangère américaine, ou du moins pour nos relations internationales. Le président Trump a décidé de signer ce protocole d'accord, que j'appelle un armistice de 60 jours avec l'Iran. Et c'est une victoire éclatante pour la République islamique d'Iran. Il y a très peu de concessions faites par les États-Unis, mais pas mal de concessions du côté iranien. Et comme cet accord a été signé par le président Trump au palais de Versailles et qu'il comportait 14 points, je l'ai surnommé le traité de Versailles de Trump avec l'Iran, parce qu'en réalité, c'est une sorte de reddition conditionnelle face aux Iraniens. Peut-être qu'on en a un peu trop fait, mais je pense que c'est bien ce que c'était au fond. Et c'est ce que j'avais prévu dès le début de la guerre, que ce conflit continuerait jusqu'à ce que le président Trump accepte les conditions de l'Iran. J'ai dit ça dans les 5 premiers jours de la guerre, en gros. J'ai dit que ce serait une défaite stratégique pour les États-Unis. En fait, même avant que la guerre ne commence, j'avais dit que ce serait inévitablement une défaite pour les États-Unis. Et malheureusement, mes prévisions se sont révélées exactes. J'aurais vraiment préféré me tromper dans ce cas-là. Mais la guerre du président Trump contre l'Iran a renforcé le régime. Elle a renforcé l'Iran. Elle a fait de l'Iran une puissance hégémonique régionale. Et on a vu, comme vous l'avez mentionné ce matin,
que les gardiens de la révolution iranienne peuvent agir en toute impunité pour refermer le détroit, en réaction aux violations flagrantes et continues de l'accord par Israël. Bien sûr, Israël a déclaré, à juste titre, qu'il n'était pas lié par cet accord, puisqu'il n'en était pas signataire. Mais les États-Unis ont garanti, en substance, qu'il y aurait au moins un cessez-le-feu en place. Et, selon certaines sources, le président Trump aurait aussi assuré à l'Iran qu'il y aurait un retrait complet des forces israéliennes du sud du Liban. Malheureusement, le Premier ministre Netanyahou a en quelque sorte fait un bras d'honneur à Trump en disant non seulement on ne va pas poursuivre, nous allons continuer à nous battre. Nous allons, vous savez, lancer une vaste offensive terrestre et aérienne pour vous montrer qu'on se moque de ce que vous pensez. Et on a vu quelque chose d'assez remarquable. Ce que j'aime chez le président Trump et le vice-président Vance cette semaine, c'est qu'ils ont été très critiques envers Israël, à un niveau qu'on n'avait probablement jamais vu dans une administration américaine auparavant. Et ça, c'est un développement extrêmement positif, parce que c'est Israël qui a joué le rôle du perturbateur, celui qui nous a entraînés dans ces guerres. Maintenant, pour répondre à votre question précise sur les objectifs de chaque camp, vous avez tout à fait raison. L'objectif de l'Iran, dans ces négociations qui devraient avoir lieu demain, c'est de mettre fin à la guerre au Liban, de faire appliquer le premier point de l'accord d'armistice et aussi d'obtenir la levée complète des sanctions américaines, qu'elles soient primaires ou secondaires. Vance, lui, a pour priorité de limiter au maximum le programme d'armes nucléaires de l'Iran. Trump et Vance ont tous les deux affirmé que le programme nucléaire iranien avait été détruit. Mais d'après les rapports que j'ai pu consulter, ce programme est en grande partie intact. Il a à peine été visé pendant l'opération Epic Fury. L'Iran dispose donc toujours d'environ 450 kilos d'uranium hautement enrichi, soit la même quantité qu'avant l'opération Midnight Fury ou la guerre de 12 jours, en juin 2025. Et à mon avis, le mieux qu'on puisse espérer, c'est de geler le programme iranien. Tout simplement. Je pense que ce serait une grande victoire si on pouvait, en gros, remettre en place le JCPOA, mais avec des mesures de vérification plus solides. Et c'est justement ce que l'Iran proposait avant la guerre. Ils avaient présenté un accord très complet pour éviter un conflit avec les États-Unis. Ils l'ont transmis aux négociateurs américains le 27 février. Le lendemain, Israël a assassiné leur guide suprême, avec le plein soutien des États-Unis. D'ailleurs, Trump a revendiqué le mérite d'avoir tué le guide suprême et des membres de la première famille d'Iran, ce qui est vraiment honteux. Mais je veux quand même reconnaître à Donald Trump un mérite là où il en a un. Il est en train de tourner une page dans les relations entre l'Iran et Israël, et de le faire d'une manière très positive. Ce que je qualifierais d'une approche très America First, c'est de traiter l'Iran de façon réaliste, non pas comme un régime fou, suicidaire ou incontrôlable, mais comme un acteur raisonnable et rationnel sur la scène internationale. Et c'est bien ce qu'ils sont, parce qu'ils avaient la capacité d'escalader le conflit de 5 manières différentes, comme je l'ai déjà expliqué dans nos précédentes interviews. Sur le plan nucléaire, avec une super impulsion électromagnétique, par des cyberattaques contre le territoire américain, par des frappes de missiles hypersoniques ou supersoniques contre des navires de la marine américaine dans le Golfe, et enfin, par l'action de cellules terroristes du Hezbollah présentes aux États-Unis. Et ils ont choisi de ne rien faire de tout cela. Alors, je ne dis pas que l'Iran est un régime épris de paix, mais ils ont clairement donné la priorité à la paix avec les États-Unis et avec Israël. Et ce ne sont pas eux qui ont déclenché cette guerre. Yeah. Do you think that
Pensez-vous que vous avez mentionné que J.D. Vance réagissait d'une certaine manière à l'attaque israélienne contre Donald Trump? Parce que, vous savez, ce n'est pas vraiment une question d'Israël, mais plutôt des médias américains qui coopèrent avec les Israéliens. Ils attaquaient Donald Trump à cause de sa position, de sa nouvelle position. Il dit qu'il pourrait en tirer quelque chose. Et le protocole d'accord, d'ailleurs, David, je crois que c'est une sorte de document pour désamorcer les tensions. Ce n'est pas un accord à proprement parler. C'est pour ça que je ne vois pas. Peut-être que selon vous, l'Iran sort gagnant de ce protocole. Mais pour l'instant, rien n'a été rendu public. C'est plutôt un processus de désescalade pour que les deux parties se retrouvent après de très nombreuses années, qu'elles puissent au moins discuter, voir ce qui se passe entre les deux pays. Mais Israël ne veut pas de ça. L'objectif d'Israël, c'est la poursuite de la guerre. La poursuite de la guerre ne va profiter à personne. Je parle aussi bien du côté de l'Iran que de celui des États-Unis. Et personne, ni dans la région ni en dehors, en Europe, plus loin encore, au Japon ou en Corée, personne ne tirera le moindre bénéfice de la poursuite du conflit. Mais les Israéliens poussent dans ce sens. Et J.D. Vance arrive en répondant à leur genre d'attaque contre l'administration. Pensez-vous que cela va amener les États-Unis à prendre des mesures sérieuses vis-à-vis d'Israël concernant l'occupation? Parce que tant qu'ils sont au Liban, dans le sud du Liban, hier encore, ils ont déclaré « Nous avançons dans le sud du Liban. Si le Hezbollah nous attaque, nous riposterons. » C'est la recette d'une guerre sans fin dans le sud du Liban. Il faut qu'il y ait une véritable initiative, une pression réelle sur les Israéliens. Est-ce que ça va arriver? Je pense que oui. Franchement, je n'ai jamais été aussi optimiste. Trump et Vance, à mon avis, orientent la politique étrangère américaine au Moyen-Orient dans la bonne direction, depuis le début de la guerre, même bien avant qu'elle n'éclate. Parce que, vous savez, j'avais prédit que la guerre finirait par éclater. Pas la première, la guerre de 12 jours, non. Je pensais que Trump serait assez malin pour éviter celle-là, mais j'avais prévu que celle-ci arriverait. Et oui, J.D. Vance a eu raison de souligner que les États-Unis et Israël ont des objectifs de politique étrangère très différents vis-à-vis de l'Iran. La politique de Trump, c'est de rétablir la paix. En gros, de revenir au statu quo d'avant. Ce qui voudrait dire, bien sûr, que l'Iran ne contrôle pas le détroit, que les États-Unis et l'Iran sont en paix et qu'ils ne se bombardent pas mutuellement. Et malheureusement, il n'y a rien que les États-Unis puissent faire, ni militairement, ni diplomatiquement, pour inverser le contrôle iranien sur le Golfe Persique. L'Iran, vous savez, avait bien sûr la capacité de contrôler le Golfe Persique et le détroit d'Ormuz. Mais ils ont choisi de ne pas le faire, parce qu'ils cherchaient vraiment, avec beaucoup d'insistance, à éviter une guerre avec les États-Unis. Ils craignaient, à juste titre, le président Trump et ils étaient contenus. Ils ne menaient aucune attaque, ni directe, ni par procuration, contre les troupes ou les bases américaines. Et ils ne l'auraient jamais fait si le président Trump n'avait pas rejoint cette guerre. Tout ce qu'il avait à faire, c'était, quand Israël a déclenché le conflit, de faire savoir à l'Iran que les États-Unis resteraient en dehors de la guerre, qu'ils resteraient neutres. Et si eux n'avaient pas attaqué les bases militaires américaines, on ne les aurait jamais attaquées. Mais à la place, il a décidé, le président Trump est entré en guerre pour essayer de protéger les bases américaines d'une attaque iranienne. Mais en fait, en faisant ça, il a pratiquement garanti qu'elles seraient détruites par l'Iran. C'était donc une action complètement contre-productive. Vous savez, le contrôle iranien du détroit, ça veut dire qu'il contrôle en gros 20% de tout le pétrole mondial, du moins pour ce qui est de son transport. Et certains de mes amis m'ont dit, cette guerre, en réalité, c'était pas vraiment contre l'Iran, c'était surtout contre la Chine pour essayer de limiter ses approvisionnements en pétrole. Eh bien, les approvisionnements pétroliers chinois
eux, ont augmenté. Ils n'ont même pas été interrompus, parce que, comme disent certains de mes amis, c'était un blocus plus mode. Vous savez, les États-Unis ont en gros détourné le regard pendant que des pétroliers chinois quittaient le Golfe, de l'Iran vers la Chine, presque tout le temps. C'était en fait l'accord conclu entre le président Xi Jinping et le président Trump lors du sommet de Pékin, où, encore une fois, les États-Unis ont fait les concessions et la Chine, elle, n'en a pratiquement fait aucune. On voit donc se dessiner un schéma. Le président Trump agit comme si nous étions la plus grande superpuissance, mais c'est lui qui fait toutes les concessions, alors que nos adversaires n'en font pas. Alors, qui détient vraiment le pouvoir ici? Comme je l'ai mentionné, et comme je l'ai écrit sur mon Substack Real War le 5 mars, cette guerre allait transformer non seulement l'ordre régional, mais aussi l'équilibre mondial des forces, au détriment des États-Unis. Et je pense que c'est exactement ce qu'on a vu se produire. Je pense que ce qui s'est passé avec la Chine, c'est que la Chine semblait même mieux préparée que les États-Unis pour la guerre. Regardez les réserves de pétrole, regardez tout ce qu'ils avaient avant que la guerre ne commence, comme si la Chine s'y préparait et pas les États-Unis. C'était assez incroyable. Parce que Donald Trump, avant l'annonce de la signature du protocole d'accord, avait dit « Nous sommes un peuple pauvre. Dans 4 semaines, nos réserves de pétrole seront complètement épuisées. » Alors comment ça peut marcher? C'est pour ça qu'on voit à quel point la Chine, à mon avis, a su diversifier ses importations de pétrole et de gaz. C'est vraiment impressionnant. Beaucoup de gens devraient s'y intéresser. Pour revenir à la situation, hier soir, JD Vance parlait avec un de ses podcasteurs. Il a dit qu'Israël devait comprendre qu'ils sont des alliés des États-Unis, tout comme le Royaume-Uni et la France. Mais Israël ne le voit pas comme ça. Je pense que pour beaucoup d'Israéliens qui entendent ce que dit JD Vance, c'est perçu comme une trahison totale d'Israël, parce qu'ils ne ressentent pas du tout les choses de cette manière. Ils veulent que les États-Unis les considèrent comme l'allié le plus important, pas juste comme la France. La France, à leurs yeux, ça ne compte pas. C'est pour ça qu'ils s'en prennent à l'administration Trump. Mais est-ce qu'on va imposer cette idée aux Israéliens pour qu'ils comprennent leur position, pour les remettre au moins dans une place logique, rationnelle? Parce que ce n'est pas rationnel de se sentir comme un des États américains, le 51e peut-être. Peut-être même qu'ils se voient comme Washington, D.C. Donc, les États-Unis doivent réagir. Quelle est votre lecture de tout ça? Et jusqu'où l'administration Trump serait-elle prête à aller pour leur faire comprendre la nouvelle équation dans la région? Eh bien, je pense que le problème, c'est que le président Trump a passé un accord avec l'américano-israélienne Myriam Adelson et d'autres. S'il finançait sa campagne présidentielle, s'il l'aidait à être réélu et à éviter d'autres poursuites, alors il deviendrait le président le plus pro-israélien de l'histoire des États-Unis. Et en gros, c'est exactement ce qu'il a fait jusqu'à présent. Il a été d'une dévotion totale à faire tout ce que Netanyahou voulait qu'il fasse. Je l'ai même décrit, en plaisantant, comme le président marionnette d'Israël. Peut-être que c'est un peu exagéré, mais en réalité, Benjamin Netanyahou l'a mené par le bout du nez dans une guerre qui allait complètement à l'encontre des intérêts de sécurité nationale des États-Unis. Et ça a causé de gros dégâts à notre sécurité nationale. Mais on peut encore s'en servir pour réorienter la politique étrangère américaine dans une logique America First. Parce qu'on a bien vu que ces guerres sans fin au Moyen-Orient ont un coût énorme, qu'elles comportent de grands risques pour les États-Unis et qu'elles n'apportent aucun bénéfice. Alors oui, pour répondre à votre question, je pense que ce qu'il faut faire, d'abord, c'est que le président Trump engage des discussions directes avec les leaders de l'opposition
à Netanyahou ceux qui se présentent contre lui pour le poste de Premier ministre. Et en gros, leur dire, écoutez, celui d'entre vous qui est prêt à s'engager, à s'aligner sur la politique étrangère américaine, c'est-à-dire un retrait complet, américain ou israélien, du Liban, eh bien je vous soutiendrai et je vous apporterai mon appui contre Netanyahou. Et je vais appeler à la destitution de Netanyahou. Parce qu'en réalité, la question essentielle pour que cet accord d'armistice voie le jour, un accord que je trouve très complet et qui franchement pourrait être prolongé indéfiniment, devenant en quelque sorte un accord de paix permanent, c'est un changement de régime en Israël. Vous savez, c'est le régime de Netanyahou qui agit comme un État voyou. Il se comporte comme un régime hors la loi et c'est vraiment la clé pour une paix juste et durable avec l'Iran. Il y a d'autres choses que nous pouvons faire aussi. Nous pouvons suspendre ou menacer de suspendre toute l'aide sécuritaire américaine à Israël tant qu'ils n'auront pas retiré le dernier soldat de Tsahal du sud du Liban. Je pense que ce serait vraiment un pas important dans la bonne direction. Et enfin, je pense que vous savez, il y a 6 sections dans la loi d'autorisation de la défense nationale, y compris la section 219, qui auparavant s'appelait la section 294 ou 224. Et cette section, en gros, fusionnerait la base industrielle et technologique de défense américaine avec celle d'Israël et créerait aussi, en quelque sorte, une fusion du renseignement américain avec le Mossad, un peu comme le réseau des Five Eyes. Et je pense que Trump devrait dire immédiatement qu'il opposera son veto à ce projet de loi si ne serait-ce qu'une de ces 6 dispositions y figure. Ces 3 mesures, je peux vous le garantir, pousseraient Netanyahou à se retirer du Liban. Les États-Unis ont un poids diplomatique énorme. Nous avons une capacité considérable à influencer Israël. Mais nous nous sommes comportés, surtout sous le président Trump, comme un État vassal d'Israël. Ce n'est pas qu'Israël soit le 51e État américain, c'est plutôt que nous sommes les États-Unis d'Israël. Et ça doit cesser. Je pense que c'est justement ce que cherchent à faire les gens, ou plutôt la faction que J.D. Vance a créée, dont il est le chef à Washington. Ce n'est pas une tâche facile d'ailleurs, parce qu'on sait qu'en face, il y a ceux qui soutiennent Israël. Mais la réalité, selon moi, c'est que la décision finale reviendra au président des États-Unis, Donald Trump. Il voit aujourd'hui 2 options. L'une d'elles, c'est de replonger dans la guerre, cette guerre sans fin. Personne ne sait comment elle pourrait se terminer, ni s'il sera capable d'y mettre un terme avant la fin de son mandat à la tête des États-Unis. Mais l'autre option, ce serait de faire pression sur Israël pour les amener à un peu de raison. Et beaucoup de gens, comme vous le voyez, le gouvernement qatari, le gouvernement pakistanais, tous les pays du Golfe ensemble, soutiennent un nouvel accord entre les États-Unis et l'Iran. Alors selon vous, quels leviers peuvent-ils vraiment apporter dans cette discussion? Ou comment pourrait-il, d'une manière ou d'une autre, convaincre Donald Trump lui-même, puisque c'est lui, on le sait, qui décidera au final? On a en quelque sorte 2 factions qui s'affrontent, et c'est Donald Trump qui tranchera. Il a été trompé par la faction israélienne avant le début de cette guerre. C'est pour ça qu'il est allé en Israël, pour faire la guerre à l'Iran. Et selon vous, comment le résultat de cette guerre va-t-il influencer son opinion? Eh bien, je pense que vous savez, le président Trump est revenu à une politique étrangère réaliste, centrée sur l'Amérique d'abord. Parce que, vous savez, on a en gros tout tenté, tout ce qu'on pouvait faire d'un point de vue militaire conventionnel contre l'Iran. Et pourtant, le régime est toujours debout. La plus puissante force militaire et navale du monde, la marine américaine, n'a pas réussi à déloger l'Iran du contrôle du détroit. Et cela, même après avoir coulé leurs 11 navires de combat de surface,
quelques porte-drones de plus de 40 000 tonnes, plusieurs frégates, au moins un sous-marin, peut-être plus, et aussi quelques corvettes. Et vous savez, la marine iranienne, elle n'a même presque pas besoin de ces milliers de vedettes rapides, des gardiens de la révolution, ces petits bateaux lance-missiles de moins de 30 tonnes dans la plupart des cas. Ils n'en ont presque pas besoin pour contrôler le détroit, parce qu'ils disposent d'un grand nombre de sites côtiers de défense anti-navires. 91% d'entre eux sont encore opérationnels. Donc vous voyez, ça prouve bien que l'armée américaine n'est pas toute puissante. Les États-Unis ne sont pas, vous savez, la grande superpuissance du monde. Comme vous l'avez dit, vous avez mentionné la Chine. Et je pense que la Russie, elle aussi, est sans doute plus puissante sur le plan militaire. C'est certain, la Russie n'a pas la capacité de projeter sa puissance à travers le monde comme le font les États-Unis. En revanche, je pense que la Chine, elle, en est vraiment capable. Elle a simplement choisi de ne pas le faire parce que son attention est concentrée, comme un laser, sur la reprise du contrôle de Taïwan dans un avenir très proche. Et il est clair que si nous ne sommes pas capables de gagner une guerre contre une puissance nucléaire de second rang comme l'Iran, nous n'aurions absolument aucune chance de vaincre la Chine sur son propre territoire si elle décidait d'agir contre Taïwan, que ce soit par un blocus ou une invasion. Mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose que nos alliés du Golfe puissent faire pour nous pousser dans la direction que prend le président Trump. Je pense qu'ils doivent simplement soutenir et approuver pleinement l'accord d'armistice. Et vous savez, défendre l'idée que les négociations et la diplomatie doivent se poursuivre indéfiniment. Et nous devrions essayer d'aller vers ce que, selon moi, serait un véritable accord avec l'Iran. Dans cet accord, s'ils acceptent de respecter toutes les conditions de l'accord sur les armes, et qu'en plus, ils s'engagent à diluer très rapidement les 1000 livres d'uranium hautement enrichi qu'ils possèdent, les États-Unis s'engageraient à lever toutes les sanctions dès que ce sera fait, et à transformer cet accord de 60 jours sur les armes en un accord de paix permanent. Parce que je pense que cet ensemble contient vraiment tous les éléments nécessaires pour construire une paix plus juste et plus durable. Vous savez, quand les Israéliens parlent de leurs objectifs, en gros, ils parlent des missiles balistiques iraniens et du soutien de l'Iran à ce qu'ils appellent leur proxy dans la région. Et ils disent que si Donald Trump signe le protocole d'accord, il va donner à l'Iran un levier énorme sur la production de ces missiles. Parce que si les sanctions sont levées, ça va énormément profiter à l'Iran sur le long terme. Mais quand ils parlent des missiles balistiques iraniens, franchement, ça n'a aucun sens pour moi. Comment peut-on imaginer que l'Iran accepterait de négocier sur ces missiles balistiques? C'est l'outil de base, le moyen essentiel dont ils disposent pour se défendre contre toute attaque sur leur territoire. Alors, comment ça pourrait se passer? Comment vous comprenez, vous, l'état d'esprit de ces gens-là? Ils ne vont pas le faire. Et le président Trump a été avisé. Il n'a pas inclus leur programme de missiles balistiques dans l'accord d'armistice global. En fait, il a abandonné son exigence de limiter ce programme d'une quelconque manière. Et ça montre bien que l'Iran avait la plupart des atouts dans les négociations, alors que les États-Unis en avaient très peu. Ils avaient l'essentiel du rapport de force. Nous, très peu. Nous avions quand même un certain levier parce que nous disposons encore de l'une des armées les plus grandes et les plus puissantes du monde, mais beaucoup moins que ce que les gens imaginaient. Et comme l'a déclaré le président Trump lors d'une de ses conférences de presse, l'Iran possédait environ 7500 missiles balistiques avant la guerre. Les services de renseignement américains estiment qu'ils ont maintenant environ 5600 missiles balistiques.
c'est énorme. Je veux dire, ils n'en ont utilisé que 14 à 15% dans les tirs contre les États-Unis et Israël. Et pendant la guerre, les États-Unis et Israël ont réussi à en détruire à peu près 15 à 16%. Donc vous voyez, le président Trump a fait toutes ces déclarations extravagantes, disant qu'on avait détruit 100% des capacités militaires de l'Iran, ou même 85%. C'est complètement faux. C'était l'une des campagnes militaires américaines les moins efficaces qu'on ait jamais menées. Et la raison, c'est qu'en 2003, quand Bush a envahi l'Irak, l'Iran a compris ce qui se passait et s'est dit qu'on essaierait probablement de faire la même chose contre eux. Et ils savaient que toute campagne serait avant tout une campagne aérienne. Alors depuis 23 ans, ils ont construit de nombreuses installations souterraines, des sites de production de missiles, des installations nucléaires, profondément enfouies, qu'on ne peut pas détruire avec de simples frappes aériennes conventionnelles. Donc en réalité, la seule façon que nous aurions de vaincre militairement l'Iran, ce serait une première frappe nucléaire. Et même si le président Trump y a fait allusion, qu'il a menacé de le faire à 3 reprises, à ma connaissance, je pense que c'était du bluff. Il n'avait aucune intention de passer à l'acte. Il a donc accepté la réalité. Et vous avez peut-être vu sur YouTube un expert en langage corporel qui a analysé la manière dont Trump a réagi dans son attitude au moment où il a signé l'accord. D'habitude, quand il signe quelque chose qu'il aime vraiment ou qu'il trouve bien, il sourit, tu vois. Il lève l'accord pour le montrer. Mais cette fois, il avait les épaules rentrées, l'air un peu abattu. Il a bien levé l'accord, mais sans le moindre sourire. Tu vois, les gens autour applaudissaient, le félicitaient, et lui, pas un sourire. Normalement, s'il pensait que c'était une victoire, il aurait souri. Là, il savait que c'était une défaite, et une défaite humiliante. Pourtant, il a défendu. Il a vraiment défendu chaque élément de cet accord. Il a dit, à juste titre, que l'alternative aurait été une dépression mondiale. Et il a défendu le droit de l'Iran à se défendre, leur droit à construire des missiles. Il a dit que, vous savez, si tous les voisins de l'Iran ont des missiles balistiques, pourquoi eux n'en auraient pas? Après tout, ils ont le droit de se défendre. J.D. Vance a dit la même chose. Il a même fait l'éloge des dirigeants iraniens, alors que 4 jours plus tôt, il les qualifiait de déshonorants et de terribles. Et maintenant, il dit que ce sont des gens bien agréables à côtoyer et que ce serait un honneur pour lui de rencontrer l'ayatollah en personne. Il ne veut pas le faire, mais s'il le faisait, ce serait selon lui un grand honneur, parce que vous savez, les dirigeants iraniens, les Iraniens en général, aiment leur peuple, en quelque sorte. Donc il a tenu toutes ces déclarations. Et ce sont exactement le genre de propos qu'on entend à propos des dirigeants russes, chinois ou nord-coréens quand il sait qu'il ne peut pas les vaincre militairement. Il ne fait des commentaires que sur les dirigeants qui possèdent l'arme nucléaire ou qu'il considère comme des adversaires presque équivalents, que les États-Unis ne peuvent pas vraiment forcer à faire ce qu'ils veulent. Et ça, c'est un vrai changement, plutôt rafraîchissant. Encore une fois, je suis opposé au régime islamiste iranien. J'aimerais qu'il soit renversé. Mais, de façon réaliste, il faut accepter une coexistence pacifique avec l'Iran. On n'a pas d'autre choix. Il faut simplement travailler avec eux et les encourager à mener des réformes de l'intérieur. Mais là encore, c'est avant tout l'affaire de l'Iran. Que le régime décide ou non d'engager des réformes démocratiques internes, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons imposer. Donc, notre objectif devrait être de coopérer avec eux pour construire la paix la plus sûre, la plus stable et la plus durable possible au Moyen-Orient. L'un des points qu'il a évoqués concernait la manière dont Israël s'en prend aux gens au Liban. En gros, c'est la même stratégie, la même tactique que celles utilisées à Gaza et en Cisjordanie. On vise une personne
et on rase tout un quartier pour ce seul individu. Il a dit ça, et il a critiqué Israël pour cette approche. Selon lui, il n'est pas nécessaire de tuer de nombreux innocents juste pour atteindre un de ses commandants du Hezbollah. C'est ce qu'il a expliqué. Et ensuite, on a vu hier ce qu'a publié Ben Gvir, ce qui est incroyable. Le langage utilisé dans ce message. En substance, il disait que pour chaque larme d'une mère israélienne, 1000 mères libanaises doivent pleurer, que tout le Liban doit brûler. Voilà l'état d'esprit de ces gens-là. Je ne sais pas combien de temps il faudra pour que ce comportement change, ou peut-être qu'il faudra simplement qu'ils soient écartés du pouvoir en Israël. Parce que ces gens-là, Israël devient de plus en plus radical, David. Quelle est ta lecture de ce qui se passe? Des déclarations comme celle d'hier, de Ben Gvir, on n'en avait jamais entendu d'aussi virulentes avant. Ils publient des vidéos de ce qu'ils font. Ils s'affichent ouvertement. Ce type répète sans arrêt ce qu'il fait avec ces gens-là. Avec Faletala qui était allé aider les habitants de Gaza, la façon dont il les a traités. Et ensuite, tu le vois sortir en disant que tout le Liban doit brûler, que tout le Moyen-Orient doit brûler. Il dit que dans cette région, on ne gagne pas avec des réponses mesurées ou de la retenue, qu'il faut devenir fou, tout écraser, anéantir le terrorisme. Voilà sa recette. On a vu ce que ça a donné à Gaza. Est-ce qu'ils vont continuer à agir comme ça? Moi, je ne vois pas même les gens autour de J.D. Vance, ni ceux de l'administration Trump soutenir un tel comportement. Oui, enfin, J.D. Vance en particulier a été très virulent dans son opposition à ces déclarations. Je crois que le président Trump les a aussi critiquées, peut-être pas directement. Mais oui, c'est un langage tout simplement inacceptable. Vous savez, Israël agit comme un agresseur sur la scène internationale. Netanyahou s'est même vanté d'être en guerre avec, je crois, 7 pays ou groupes armés différents. Évidemment, à Gaza, ils ont détruit 92% de toutes les habitations civiles. Ils ont transformé 90% de la population en réfugiés. Ils ont tué ou blessé environ 7,5% de toute la population du Liban. Je veux dire, ce n'est pas au niveau de l'Holocauste, mais c'est comparable aux bombardements américains sur l'Allemagne ou le Japon. En fait, à bien des égards, c'est même pire en proportion. Parce que, si je me souviens bien, pendant la Seconde Guerre mondiale, on a détruit environ 20% des habitations allemandes. Et ça, c'était l'une des campagnes de bombardement les plus scandaleuses de l'histoire. C'est tout simplement inimaginable que 92% des habitations civiles de Gaza aient été détruites. Ben Gvir, lui, s'est même vanté que pratiquement toutes les maisons situées dans les 20% du sud du Liban occupées par Israël avaient été détruites aussi. Voilà comment Israël conçoit la victoire. On détruit les habitations civiles, on les rase, on les réduit en poussière, jusqu'à ce que ça ressemble à Hiroshima après la bombe atomique. Et tout ça, au fond, pousse la population à quitter la zone pour qu'elle puisse ensuite être colonisée par des citoyens israéliens. Je pense que c'est vraiment ça, l'objectif. Ce plan, c'est celui du Grand Israël. Tu sais, Netanyahou a ce rêve complètement fou où il veut, en gros, annexer Gaza, annexer la Cisjordanie, annexer le Sinaï, et même, tu vois, des parties de la Jordanie, de l'Arabie Saoudite et de l'Irak, le sud du Liban, le sud de la Syrie. Enfin, c'est pas aussi extrême qu'Hitler, mais c'est la même idée. En fait, il veut juste annexer le territoire de tous ses voisins. Et le fait que les États-Unis continuent de soutenir un pays qui agit comme un agresseur international aussi flagrant, qui a commis un génocide contre des musulmans, contre les civils de Gaza, et qui a arraché les bras et les jambes de bébés. C'est exactement pour ça que Reagan avait été si dur avec les dirigeants israéliens en 1982. Et franchement, c'est inacceptable. Vous savez, les États-Unis, au mieux, Israël et l'Iran sont des ennemis. Peut-être qu'ils ont tué à peu près le même nombre de personnes. Mais le fait est que, vous voyez,
L'Iran a fait ça en 47 ans. Et pourtant, ils n'envahissent pas leurs voisins. Ce n'est pas un État voyou. Ce ne sont pas les agresseurs. Ce sont les défenseurs. Donc, moralement, ils ont l'avantage, parce qu'il s'agit pour eux d'une guerre d'indépendance, d'une guerre d'autodéfense, une guerre de survie face aux conquêtes impériales des États-Unis et d'Israël. Et franchement, ça ne donne pas une bonne image des États-Unis de s'allier à des régimes voyous comme celui d'Israël, qui cherchent à envahir et à tuer des dizaines de milliers de civils. Quand on regarde ce qui s'est passé au sommet du G7 en Europe, est-ce que vous pensez qu'ils ont invité le Brésil, les Émirats arabes unis et l'Égypte à ce sommet? Ces 3 pays font partie des BRICS. Quelle est votre lecture de tout ça? Quel était le principal sujet à l'ordre du jour? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des pays du G7? Pourquoi ont-ils besoin que ces pays participent au sommet du G7? Eh bien, le Brésil, bien sûr, c'est une puissance montante. Son économie croît très vite. Ils vont bientôt faire partie des 7 premiers. Donc oui, ça a beaucoup de sens. Quels étaient les 2 autres pays? Les Émirats arabes unis et l'Égypte. Oui, les Émirats arabes unis et l'Égypte sont loin d'être au niveau du G7. Au mieux, l'Égypte pourrait faire partie du G20. Les Émirats, je ne pense pas qu'ils en soient proches. Donc je ne comprends pas trop cette logique. Mais le Brésil, lui, est une puissance montante. Les États-Unis et l'Europe de l'Ouest sont des puissances en déclin, si on regarde leur part relative dans l'économie mondiale. La plupart des pays, y compris la Chine et la Russie, sont en train de monter en puissance. La Russie, par exemple, c'est la 4e économie mondiale, mais on s'attend à ce qu'elle recule à la 6e place. Donc oui, elle décline un peu. Mais des pays comme la Russie, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Brésil et le Mexique, ce sont des pays qui gagnent très vite en puissance économique, surtout par rapport aux États-Unis et à d'autres pays. Oui, je trouve que ça a beaucoup de sens. Et vous savez, je ne suis pas un fan de Lula da Silva. À l'époque, je faisais une mission pour mon église à São Paulo, au Brésil, justement, quand il s'est présenté pour la première fois. Et il y avait une blague, qui disait en gros « saute le mur ». Je ne vais pas la dire en portugais du Brésil, mon accent est complètement faux. Mais oui, l'idée, c'était qu'il faudrait sauter le mur, parce que Lula allait construire un mur autour du Brésil, un peu comme le mur de Berlin qui est tombé cette année-là. Mais encore une fois, d'un point de vue réaliste, peu importe qui dirige le Brésil, on doit travailler avec eux. Il faut reconnaître que le Brésil est en quelque sorte la puissance dominante de l'Amérique du Sud. Et donc, en tant que grande puissance, même s'ils sont alignés avec la Russie, la Chine et les BRICS, on doit travailler avec eux et les inclure dans beaucoup de discussions diplomatiques pour négocier la fin des guerres. L'administration Trump apparemment a été très ouverte à l'idée d'inclure des troupes brésiliennes et indiennes comme alliées, en gros, comme force de maintien de la paix, dans tout accord final, tout accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. Elle patrouillerait, disons, la frontière dans la région du Donbass, mais aussi à Zaporizhia et à Kherson. Je trouve que c'est une excellente idée. Évidemment, la Russie serait très favorable à la présence de troupes des BRICS, qui sont en quelque sorte ses alliés, pour surveiller une zone démilitarisée d'environ 30 km. Donc oui, je suis content de voir que le Brésil a été inclus dans la réunion du G7. Comment avez-vous perçu la réaction des Européens face au protocole d'accord, celui que Donald Trump devait signer? Parce qu'il était là, il a signé ce protocole. Mais ensuite, l'Europe a été frappée par la guerre en Asie de l'Ouest. Ils avaient le gazoduc Nord Stream, le gaz qui venait de Russie, et la guerre en Ukraine a complètement détruit ce lien-là.
Et maintenant, on voit la guerre au Moyen-Orient exercer à nouveau une forte pression sur l'économie européenne. Un deuxième choc pour leur économie. Alors, comment avez-vous trouvé la réaction de l'Europe face à l'accord, ou plutôt au protocole d'accord de Donald Trump? Ce n'est pas un accord à proprement parler, c'est un mémorandum d'entente entre les États-Unis et l'Iran. Eh bien, je pense qu'enfin, le président Trump était évidemment très en colère que aucun de nos 31 alliés de l'OTAN ne soit venu à notre aide pendant notre guerre d'agression contre l'Iran. Et c'est compréhensible parce que c'était une guerre illégale. Vous savez, ils ne voulaient pas qu'on les voie comme complices d'une guerre illégale. Mais surtout, ils savaient que si la marine américaine n'était pas capable de déloger les îles contrôlées par l'Iran, il n'y avait aucune chance que leur propre marine, bien plus petite, y parvienne. Et ils ne voulaient pas risquer de voir leurs navires de guerre couler par des missiles iraniens anti-navires. Donc je pense qu'ils ont poussé un grand soupir de soulagement quand Trump a signé cet accord temporaire sur les armes. Et on l'a vu, là au palais de Versailles, assis à côté du président français Emmanuel Macron. Et Macron, lui, a applaudi, il a même mené les applaudissements et crié « Bravo ». Donc c'est un accord qui, évidemment, touche très durement les économies européennes. Leur carburant, leurs ressources, le fuel pour les navires de passagers, tout ça a été fortement impacté, sans doute encore plus que pour les États-Unis. Et comme vous l'avez mentionné, la réserve stratégique de pétrole américaine est tombée à son plus bas niveau depuis 1982. La Chine, elle, dispose d'environ 1,5 milliard de barils dans sa réserve, ce qui représente, je crois, au moins 4 fois ce que nous avons. Donc, ils étaient préparés à cette situation et même, en réalité, à une guerre avec les États-Unis au sujet de Taïwan. Ils ont accumulé d'énormes quantités d'armes, de matières premières et de réserves alimentaires, à un niveau qu'on n'avait jamais vu auparavant, parce qu'ils pensent vraiment que les États-Unis interviendront militairement pour défendre Taïwan, et ils veulent être prêts pour ça. Mais tout ce stock leur a bien servi pour cette guerre, parce que sur le long terme, ils n'avaient pas prévu que Trump serait assez stupide pour tomber dans le piège de Netanyahou et se lancer dans une guerre inutile contre l'Iran. Donc oui, c'était vraiment la grande révélation. Ils étaient bien plus préparés à cette guerre que les États-Unis. Et ce sont pourtant les États-Unis qui, au final, ont déclenché le conflit. Quand on parle des changements en Israël, on voit bien l'alternative à Benjamin Netanyahou, par exemple. Aujourd'hui, comme on le sait, le mouvement en Israël, ce serait quelqu'un comme Naftali Bennett. Et quand on écoute ce qu'il dit, on se rend compte qu'il est tellement proche, sa position, sa politique, c'est pratiquement la même que celle du gouvernement Netanyahou. Aucune différence. Mais la vraie différence, elle se joue sur l'influence qu'Israël exerce sur les États-Unis. Je pense que Netanyahou était, si on peut dire, le maître de la manipulation aux États-Unis. Il a été incroyablement efficace, très performant pendant de nombreuses années, réussissant à influencer les deux partis, républicains et démocrates, en même temps, et à en tirer des avantages pour Israël. Mais est-ce qu'on peut imaginer la même chose avec quelqu'un comme Naftali Bennett, dont on sait qu'il défend les mêmes politiques? Eh bien, je pense que non. Bennett ne serait pas vraiment une amélioration par rapport à Netanyahou. Lapid, lui, est peut-être un peu plus, disons, plus centriste. Je dirais même centre-gauche. En ce qui concerne les autres dirigeants, en dehors de Netanyahou, les figures plus centristes comme Lapid étaient en gros opposées à la guerre à Gaza. Ils voulaient que cette guerre prenne fin parce qu'ils reconnaissaient que le génocide était bien réel. Sur ce point-là, ils représentaient une voix de raison. Mais pour ce qui est, comme vous l'avez mentionné, de la guerre avec l'Iran et surtout de celle avec le Hezbollah au Liban, eh bien, les opposants de Netanyahou sont,
en réalité sur la même ligne que lui. En fait, certains l'ont même critiqué pour avoir accepté le moindre cessez-le-feu. Oui, voilà. C'est pour ça que la situation est si problématique. Il n'y a pas de véritable chef de l'opposition que Trump pourrait soutenir, parce que leurs politiques sont tout aussi mauvaises du point de vue américain et tout aussi susceptibles de faire exploser l'accord d'armistice. Je ne pense pas que l'Iran va rompre l'armistice en lançant des frappes de missiles contre Israël, mais clairement, ils sont prêts à refermer le détroit. Ils sont aussi prêts, potentiellement, à suspendre toutes les négociations nucléaires avec les États-Unis. Et bien sûr, ils vont continuer à fournir des armes et du matériel au Hezbollah pour qu'il poursuive sa guerre autant qu'ils le peuvent. Et ça, tu vois, même sans la perte de la Syrie comme proxy iranien, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Mais oui, encore une fois, je pense que le principal levier du président Trump sur Netanyahou, ce serait simplement de soutenir l'un de ses adversaires, et peut-être que peu importe lequel. Il pourrait juste dire « Écoute, c'est ta dernière chance, je vais rendre ça public et je vais soutenir ton opposant, à moins que tu retires immédiatement toutes tes troupes du Liban. Et ensuite, tu vas aller en prison. » Alors voyons comment on peut présenter ce retrait, tu vois, d'une manière qui t'aide à être réélu, qui te donne la marge politique nécessaire pour le faire. Mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment moyen de présenter ça autrement, malheureusement, du point de vue de Netanyahou, que comme une situation où les États-Unis forcent et font pression sur Israël pour qu'il se retire du Liban. Ce qui, en fait, mettrait en évidence que la guerre de Netanyahou contre l'Iran est un énorme échec, non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour Israël. Et c'est bien ce qu'on voit. Sur le plan militaire, il y a eu, évidemment, quelques succès opérationnels limités pour affaiblir l'armée iranienne, disons entre 15 et 30%. Mais ce n'est pas grand-chose. Et l'Iran a une capacité énorme à reconstituer ses stocks de missiles. Il pourrait probablement les reconstituer à 100%, au niveau d'avant-guerre, en 6 à 12 mois. Alors que nous, on n'a pas cette capacité. Il nous faudra environ 5 ans pour reconstituer nos propres stocks de missiles au niveau d'avant-guerre. Oui, merci beaucoup David d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. Merci Nima, c'est toujours un plaisir. Espérons et prions aussi que cet accord de paix tienne dans la durée. Exactement, exact. On a besoin, on en a tous besoin. Merci. Merci Nima.